Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Écoute, salut Martin, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique, parce que tu as fait l'effort de venir, malgré le fait que demain tu as une grosse journée car tu vas à Disney avec tes enfants. Exactement. J'aimerais te demander pour commencer, Martin, comment tu te présentes aujourd'hui quand on te demande ce que tu fais dans la vie ? Aujourd'hui, je me présente comme le fondateur de Rune, un social club dans le 10e à Paris. Et si on me demande un peu plus, je dis qu'historiquement, c'est pas ce que je faisais et que je suis passé par plein de bouts de vie avant, toujours dans les opérations, dans la gestion des opérations et dans différents milieux. Ok, Voilà. c'est très clair. Alors, on va revenir sur Rune dans 2 minutes, mais effectivement, j'ai pris le plaisir de te stalker sur LinkedIn et de trouver un petit peu tout ce que tu faisais sur Internet. Déjà, t'es pas beaucoup sur Internet. T'as une chaîne YouTube avec 3 vidéos, dont le but décisif d'un essai de la victoire entre Courbevoie et... J'ai oublié l'autre ville, mais c'est bien toi qui as mis cette vidéo ? Ouais. C'est bien toi. Donc déjà, on voit qu'à l'époque, t'aimais beaucoup le sport. Donc, comme tu l'as dit, t'as fait donc, la supply chain, je crois, à Sorbonne puis à Dauphine. Exactement. Et ensuite, tu as bossé chez Bearing Point, chez Bolloré, plein de grands noms. Avant d'entreprendre à plusieurs reprises, j'ai l'impression. Alors non, j'ai entrepris qu'une fois avant. Mapac ? Non. Mapac, exactement. À ce moment-là, j'étais directeur des opérations d'une boîte qui s'appelle Horace, qui fait des cosmétiques pour hommes. Et en parallèle, j'ai monté Mapac avec mon frère. C'était une boîte qui avait sur le papier plein de raisons de réussir et en même temps sur un business qui était compliqué où on parle de centimes puisque ça concernait les emballages réutilisables pour la restauration. Et au bout de 2 ans, à galérer à vivre et à survivre, on a arrêté. On a été jusqu'à 6 dans l'entreprise. Ok, pas mal. C'était sur le papier, c'était super, mais c'était un business model qui était dépendant d'une législation. Qui était dépendant du fait que les contenants jetables soient interdits en France à horizon 2026. Et cette loi a été décalée. Et ça a mis un certain nombre d'entreprises comme la mienne sur le carreau un peu d'un coup. Ok, et du coup, je suis curieux, quand tu lances dans ce type de boîte qui finit par... Enfin, tu dois la fermer parce que globalement, elle est plus viable. À titre personnel, qu'est-ce que t'en tires ? Est-ce que c'est une perte nette financière ? Est-ce qu'au contraire, ça va, mais vous avez dû arrêter par la force des choses ? Tu perds de l'argent, c'est certain. Ouais. Un peu, beaucoup, ça dépend. Nous, un peu. Mes concurrents énormes, puisqu'ils avaient levé 7 millions d'euros. Ça dépend un peu des cas de chacun et qui met de l'argent dans ta société. Ok. Nous, à titre perso, on a perdu un petit peu d'argent. Je dirais qu'on a beaucoup appris quand même et que c'était vraiment top. Moi, c'est ce qui a rendu la suite de mon parcours en entreprise différent. C'est-à-dire que c'est ce qui a fait que j'étais incapable de retourner dans la start-up, dans une autre start-up entre guillemets cool type Horace, et que quand j'ai vu une offre passer pour bosser dans un hôpital, j'y suis allé en me disant que ça avait plus de sens et que j'avais envie d'apporter mon expertise ou mon savoir-faire de façon un peu différente et d'apprendre aussi, parce que je ne connaissais pas du tout l'hôpital, et j'ai ensuite travaillé pendant un peu moins de 3 ans dans les hôpitaux. Ok. Et du coup, est-ce que tout ton savoir pouvait facilement se transposer à la santé ? Complètement. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'était des opérations. C'est-à-dire que c'est gérer des process, gérer des équipes et essayer de faire que les processus, les rouages d'une entreprise se passent le mieux possible. Et ce que j'ai fait historiquement dans un cabinet de conseil qui s'appelle Bearing Point ou après chez Reims, c'est d'essayer de faire qu'on produise mieux, qu'on produise moins cher, qu'on produise de meilleure qualité, enfin en fonction des missions que j'ai pu avoir. Et ce qu'on te demande dans un hôpital, finalement, c'est exactement la même chose. Mais ça concerne principalement le parcours du patient. C'est comment faire pour que le patient, quand il a un rendez-vous, il n'attende pas 3 heures pour le rendez-vous suivant. Comment faire pour qu'on ait un maximum de patients dans un minimum de temps sur un minimum de machines. Parce qu'en fait, l'hôpital, malgré tout, si moi j'ai travaillé notamment à la Fondation Rothschild, il est contraint par des problématiques d'espace et de patients qui veulent venir. Donc il y a trop de patients pour le nombre de personnes qui veulent venir. Et comment on fait pour qu'un maximum de patients puissent venir sur un certain nombre d'heures d'ouverture, sur un certain nombre de machines qui sont déjà achetées, et que du coup on rentabilise aussi les équipements qui sont achetés et qu'on bosse le plus possible avec ce qui nous est donné, quoi. Ok, c'est très très clair. Donc c'est hôpital privé, j'imagine, Rothschild ? Alors Rothschild, c'est un ESPIC, donc c'est du privé à but non lucratif. Ok. Pour le commun des mortels, c'est du 100%, ça ressemble exactement à du public. Ok. Vous pouvez pas savoir que c'est du privé parce que tout est secteur 1, c'est gratuit. Enfin c'est gratuit, c'est la Sécu qui C'est paye. remboursé.
Mais c'est détenu effectivement par des privés avec les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il y a pas de fonctionnaires. C'est des gens qui bossent et qui bossent sur un contrat comme dans le privé, mais personne ne gagne d'argent parce que on remplit plus l'hôpital ou quoi. Il n'y a pas d'investisseurs. C'est pas, ok. Et l'hôpital américain auquel je suis allé après, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un ESPIC avec une différence, c'est que là, il y a l'équivalent de dépassement d'honoraires, c'est que les gens vont payer beaucoup plus cher pour un service différent, mais il n'y a personne qui gagnera plus d'argent parce qu'on remplit plus l'hôpital. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'investissement privé, il y a plein d'investissements privés, pardon, mais il n'y a pas d'actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaire. Et donc, je me demande, du coup, quel intérêt, in fine, pour ce genre d'hôpitaux? Qui est bénéficiaire? Ce qui est bénéficiaire, personne, c'est les patients. D'accord. C'est juste un modèle de fonctionnement d'hôpitaux différent et qui permet... qui permet aussi à l'État de ne pas avoir à gérer les hôpitaux, qui soient gérés comme du privé, sauf qu'en fait, comme du privé alors qu'ils apportent un service public. Voilà, c'est le seul intérêt. C'est des hôpitaux qui, par exemple, notamment pendant le Covid, ont souvent permis, parce qu'ils évoluent un peu plus vite, parce qu'ils sont plus flexibles sur le fait d'embaucher des gens, de recruter des infirmières, de faire évoluer les salaires. D'accord. Ils ont plus de latitude souvent pour suivre un peu plus le marché, parce que malgré tout, la santé, ça reste un marché, et c'est dépendant d'une pandémie, c'est dépendant de nouvelles technos qui arrivent. Ça permet d'avoir des processus de décision beaucoup plus courts, parce qu'on n'a pas toujours à demander à la région ou au ministre de la Santé. Ok, c'est très très clair. En tout cas, le discours est bien rodé. Alors, c'est la première fois que je le fais. C'est impeccable. Je reviens rapidement sur Horace. Donc, tu étais directeur des opérations chez Horace pendant 2-3 ans à peu près. C'est ça. Horace, c'est un joli nom aujourd'hui. Enfin, on voit pas partout. Les produits sont qualitatifs. En tout cas, moi, je m'en sers et j'ai l'impression que c'est très quali. C'était comment? Horace, c'était très bien. Ouais. C'est une super boîte. C'est fait par deux personnes qui sont, je pense, assez brillants, complètement différents. Il y en a un qui est plutôt côté marketing, qui a plutôt une vision plutôt excentrique, et un autre qui s'appelle Kim, qui est lui... Le comptable. Le comptable, c'est les chiffres. Et c'est, je pense, souvent aussi celui qui a le plus les pieds sur terre sur la façon de gérer une boîte. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressentais. Il s'avère que c'était mon supérieur hiérarchique direct et que moi, c'est quelqu'un qui, c'est peut-être une des personnes sur lesquelles j'ai envie de reprendre des choses. Il y a des fois, on aurait dit qu'il était radin. Alors non, il n'était pas radin. Il faisait attention à tout ce qu'il dépensait. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de gérer son entreprise, de pas cramer dans tous les sens. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ça marche et qu'ils ont réussi à avoir des produits qui, franchement, je peux le dire, sont quali, parce que j'ai du coup géré les productions, etc. C'est des produits qui sont super quali et à un prix qui est pas trop cher, aussi parce qu'ils se battent partout, en fait. Ils se battent sur chaque prix et ça fait partie du boulot de Kim. D'accord. Voilà. Une belle expérience chez Horace. Ouais, c'était top. Ils sont basés où, Horace? Ils sont juste à côté d'ici, vers Sentier. Ok. Ce qui nous mène vers ta deuxième aventure entrepreneuriale, qui est celle que tu traverses aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a quelques mois, je tombe sur un post sur LinkedIn où tu déclares que vous créez le Rune Club Paris. Dis-moi si je me trompe sur la Non, c'est ça, le Rune Club. Club Paris. Donc, c'est une sorte d'hybride entre un club de sport, une communauté sportive. Et comment tu pitcherais Rune Club aujourd'hui? Alors, c'est une des premières fois que je le pitch en réalité, parce que je l'explique à des copains, je l'explique à du B2B, à des entreprises du quartier. Je l'explique assez peu de la façon dont je vais le faire aujourd'hui. Je dirais qu'en fait, Rune Club, c'est né de ce qu'on n'arrivait pas à trouver, donc mon associé Manon et moi, qui s'avère être ma femme aussi. C'est né de l'envie d'avoir des cours collectifs intenses qu'on peut retrouver dans des boutiques gym à Paris. Et cette propension à avoir un club. Un club, ça veut dire un sentiment d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fonctionne qu'avec un seul type d'abonnement. On est sur un marché, un niveau plutôt très premium. Ouais. L'idée, c'est de dire que chez nous, vous allez avoir des cours extrêmement intenses, des super profs, des super vestiaires, un super lieu de vie, parce qu'en fait, on crée un restaurant avec des places assises, vous pouvez bosser toute la journée, et un espace de musculation. Aujourd'hui, selon nous, en tout cas, les offres qui existent aujourd'hui, elles sont soit très portées sur du cours collectif, des boutiques gym où je vais payer pour mon cours et je vais venir le matin, le midi ou le soir. Je vais pas traîner la journée. Par contre, j'aurai un super cours collectif, léché et surtout avec un concept en fait. Ce qui change dans les boutiques gym, c'est qu'on vient payer un cours de bootcamp qui a été pensé et qui est intelligent. Souvent, dans les salles de sport classiques, on va avoir un bootcamp qui va dépendre un peu du prof qu'on va avoir à un instant T. Alors que chez nous, aujourd'hui, on travaille les concepts pour que les profs qu'on choisit, qui sont des très bons profs,
amène en plus de l'intensité dans un lieu un peu exceptionnel sur lequel on va ramener un certain nombre de choses, notamment un run club, des compétitions tous les week-ends de cross-training, c'est-à-dire certains peuvent appeler ça du crossfit, de l'aerox, enfin il y a plein de modes de sport, mais on s'en fiche. Ce qu'on va dire par là, c'est que c'est des compétitions qu'on va faire tous les week-ends dans la salle, qui seront dédiées aux abonnés. Le but, c'est pas forcément de faire la compétition avec son voisin, c'est vraiment plus de se faire la compétition avec soi-même, parce que le but c'est de ramener de la récurrence dans les compétitions pour qu'on puisse dire bah tiens, cette fois-ci j'ai fait 25 minutes, la fois d'avant j'en ai fait 34, j'ai progressé, je deviens meilleur et ce club m'aide à être meilleur. Donc ça c'est un peu l'idée de la salle. Donc est-ce que je me trompe si je dis que c'est un petit peu entre un Arcos et un épisode? Arcos qui se veut un peu plus lieu de vie parce qu'il y a un restaurant, même si c'est assez limité. Exactement. Si je prends les salles qui nous ont plu à Paris, il y a effectivement sur le côté boutique gym épisode. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Épisode, Barry's, Drip, c'est des salles qui ont vraiment un intérêt. En tout cas, un concept, on n'aime pas, mais qui ont un concept qui est pensé. On vient quand même en opposition beaucoup à cette salle-là. On a la chance d'avoir un lieu qui est un peu exceptionnel, qui est sous verrière. Ouais. Et en fait, dans toutes nos salles, on a la capacité d'avoir de la lumière naturelle. Et donc, on va aller mettre toutes nos salles en lumière naturelle. On se coupe de ce noir-là. Le noir, en réalité, pourquoi il est là? Il est là pour essayer de cacher le fait que tu es à 50 cm de ton voisin. C'est quand même le principe d'avoir mis des salles dans le noir. C'est pour ça qu'en province, il n'y a pas de salle dans le noir, ou très peu. Et ben nous, on a un espace aujourd'hui qui nous permet de dire qu'on va bosser non pas dans le noir, mais sous de la lumière naturelle, ou dans de la lumière. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, effectivement, c'est Arcos. C'est à Paris, pour les gens qui connaissent un peu, des salles comme Le Clay, qui sont des bonnes salles de sport, mais surtout des bons lieux de vie. Et donc, on vient essayer de mixer le meilleur des deux mondes. Comment se positionne, sans forcément dire de prix ou quoi que ce soit, mais comment se positionne le Rune Club par rapport à ça? En fait, tout est relatif dans les offres de sport. Aujourd'hui, si on prend une offre de cours collectif à Paris, essayer de trouver des cours collectifs à moins de 200 € par mois en illimité, il n'y en a pas. Ouais. Et on a parlé de certaines salles là, juste avant, où l'offre illimitée, elle est plutôt de 280 € par mois pour juste des cours collectifs. Ouais. Nous, dans notre offre, on a des cours collectifs. Je pense qu'on a parmi les plus beaux espaces pour bosser certaines disciplines comme l'aerox, le réformeur, etc. Parce que le réformeur fait partie de l'offre. Et on sera plutôt autour de entre 230 et 250 € par mois, peut-être un peu plus avec le temps, mais ce sera plutôt ça nos offres de départ. Pour un accès limité avec du sauna, du bain froid, c'est quand même rien à voir avec ce qui est proposé ailleurs. Alors est-ce que c'est cher? Oui, c'est certain, mais en fait si on prend le coût à l'unité d'un cours par exemple, un cours à l'unité, vous avez cité certaines salles, tu as cité certaines salles, c'est autour de 25-30 €, sauf le cours d'essai bien sûr, ce qui fait que c'est plutôt 300 € par mois pour 10 cours. Moi je te propose en illimité tous les jours autour de 250 €. Voilà, c'est quand même un truc un peu différent, et c'est con, mais tu peux venir toute la journée bosser, j'ai un resto, tu peux rester, traîner, voilà. Tu m'as dit que c'était 1300 mètres carrés, c'est ça? C'est ça. À peu près. Donc là-dedans, vous aurez combien de salles différentes pour des cours spécifiques? On a 6 espaces. Ok. Les concepts à l'intérieur de chacun des espaces changent, mais disons qu'on a une salle de musculation, une salle de cycling, de vélo. Je pense que notre salle de vélo va être sympa parce que on est vraiment en train de bosser le concept sur le fait qu'il y a 2 types de cours. Un cours plutôt d'entraînement, qui peut ressembler à du RPM un peu classique. On va parler de zone de FTP, de puissance, etc. Et on va chercher un deuxième type de cours avec des tableaux où en fait là c'est une compétition. Et plusieurs fois par semaine, on fera des cours où c'est la compète avec toi-même ou avec les autres, avec des classements par rapport à ton poids, par rapport à ton sexe, par rapport à où est-ce que t'en es. Et ça, on a vraiment envie de bosser là-dessus pour faire un truc qui aille à tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de bosser et de progresser, il prend le cours de training en vélo. Et c'est quelqu'un qui a envie de se faire la compète et de se mettre 45 minutes dans le rouge, et il peut, parce qu'en fait on lui proposera un cours de compétition entre guillemets. On a une grande salle de bootcamp. Je pense que dans les trucs qui nous différencient un peu, c'est qu'on va avoir 5 pistes de sled de 12,50 m, comme pour les compétitions d'Aerox. Cette salle, elle sera aussi complètement avec un sol acoustique. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a plein de nouvelles compétitions qui arrivent, comme les ATHX, les Athletic Games, qui sont une autre type de compétition. Donc là, il y a de l'altéro. Et nos sols nous permettent de faire ce qu'on veut. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire toutes les compétitions possibles dans cette salle, qui est très grande, qui fait 26 mètres de long. On a une salle de force. Salle de force, c'est de la
musculation guidée. On pourrait penser que c'est un cours hyper masculin, mais pas du tout. En fait, c'est plutôt un cours qui marche assez bien pour les hommes et pour les femmes, notamment parce que les 18-25 ans, leur sport principal aujourd'hui, c'est la musculation. Ouais. Et que les standards ont changé. Ma génération, et je prends ma femme à 20 ans, on lui aurait dit, tu vas faire bosser tes bras et tes épaules. Elle t'aurait dit, non, je veux pas du tout prendre des épaules. C'est l'opposé de ce que cherchent aujourd'hui les plus jeunes. Et on sait que c'est, d'un point de vue santé, c'est beaucoup mieux. Prendre du muscle, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que le fait d'aller courir qui va te faire maigrir. Prendre du muscle, ça te fait maigrir aussi. Et si on monte un petit peu dans les étages, il y a une salle de réformeurs et une salle de pilates, yoga au sol. Et d'après, dans les vestiaires, on a du bain froid, du sauna. Mais ça, c'est un standard pour cette gamme de prix. D'accord. Et un restaurant. Voilà. Ok, trop bien. Et donc ça, tu mets que ça ouvrait en juin. C'est ça, mi-juin. Là, les travaux sont finis? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'un espace de cette dimension-là, ça coûte cher. Le jour où c'est fini, on travaille. Le jour où c'est fini, il y a des clients dedans. Alors, ce sera peut-être pas un opening directement avec beaucoup de monde dedans. Donc, on sera par un soft opening avec quelques clients pour tester les cours, tester les concepts. Bien sûr. Aujourd'hui, on les a testés. On ne les a pas testés chez nous. On les a testés chez les autres. On les a testés parfois dans notre tête uniquement. Et donc, il faut voir ce que ça vaut aussi. Et les profs, vous les embauchez comment? Vous les recrutez comment? Il n'y a aucun secret. Je les pique aux salles qui me plaisent. D'accord. L'avantage, c'est que je les pique pas vraiment parce qu'en fait, il y a très peu de coachs qui sont embauchés à 100% par une salle. Ouais. Tous les coachs tournent. C'est des freelances en général? C'est des freelances, à 90%. Ok. Et ceux qui sont pas en freelance dans certaines salles peuvent l'être dans d'autres. Donc de toute façon, chez nous, ils peuvent être en freelance ou en CDI. Okay. Nous, on a quelques CDI qui sont des coachs sur lesquels on comptait beaucoup, notamment dans l'investissement en amont pour nous aider à créer les concepts. Mais on va travailler surtout sur des contrats freelance qui... je l'espère changera avec le temps parce qu'en fait ça protège personne. Bien sûr. Ça protège pas les coachs, mais ça nous protège pas nous non plus parce que moi demain un coach qui me dit moi le cours du mardi soir il me va plus, il peut me planter une semaine avant, il vient pas, je peux rien faire, alors qu'avec un contrat je trouve que ça nous protège tous les deux et ça me coûte pas forcément plus cher. Donc moi demain je préférerais mettre des CDI à tout le monde entre guillemets à partir du moment où on a confiance les uns dans les autres quoi. Et tu sens que les coachs ont la volonté aujourd'hui de plus en plus avoir recours au CDI Non. Plutôt qu'au freelance? Non, pas forcément. Non, je pensais. En fait, je pensais sincèrement que c'était un truc... de pouvoir proposer les deux, parfois au début, je pensais que c'était un truc qui allait faire mouche sur le fait qu'on allait recruter certains coachs. Et en fait, pas du tout. Il y en a qui ont bien voulu venir, mais qui disaient, moi, je veux surtout pas être en CDI. L'idée de dire que, en fait, juste, il y a beaucoup de profs en reconversion. Moi, parmi les profs que j'aime bien, parce que je suis allé chercher les profs que j'aimais bien et Manon, donc mon associé aussi. C'est beaucoup de profs qui ont bossé un peu et qui, vers 28-30 ans, parfois un peu avant, ont dit je craque, j'en ai marre de mon boulot, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et donc, ont pris cette vie de coach en freelance. Et donc, du coup, ont pas envie d'être attachés. Ceux qui veulent des CDI, alors c'est ceux qui ont fait un peu plus de route en tant que coach et qui commencent à avoir des enfants et une vie sociale et une famille un peu plus classique et qui du coup sont aussi rassurés par ce type de contrat. Ok. Voilà. Donc pour l'instant du freelance, mais on espère atteindre plus de CDI quoi. Exactement, mais j'ai quelques CDI quand même. Pas tout le monde. J'en ai 3. 2. Au final, combien de profs dans le Run Club? Beaucoup. Je dirais au moins une vingtaine. Et ça c'est ceux qui donnent des cours collectifs aujourd'hui. Demain je sais pas. En fait c'est tout bête mais je sais pas si je vais avoir demain besoin de 3 cours par salle par soir ou un seul. Et ça vient changer beaucoup le nombre de coachs. Et pareil, moi je vais avoir besoin de profs là toute la journée pour donner des coachings perso. Et ça, je sais pas combien je vais avoir besoin de profs. Donc aujourd'hui, je vais prendre 2 personnes qui se baladent sur les plateaux de musculation toute la journée. Leur but à eux, c'est d'expliquer aux clients comment fonctionnent les machines, comment bien travailler, mais c'est aussi de se vendre en tant que coach pour leur expliquer que s'ils prennent un cours avec eux, ils vont progresser plus vite et c'est souvent vrai. Donc là, on a parlé quand même de pas mal d'autres types de concurrents. On a parlé donc d'épisodes, on a parlé des salles de sport. Il y a aussi les running clubs, donc les clubs d'athlètes. D'ailleurs, où on s'est rencontrés, donc club de cadence. T'es venu un mardi soir, je crois, sur piste. Je me demande, ces clubs de run-là, est-ce qu'il y a aussi vocation à un petit peu essayer de les attirer? Ou au contraire, c'est pas du tout le même format? Je pense que j'ai aucune vocation à attirer un run club pour qu'il se greffe complètement au nôtre.
Par contre, il y a plein de modèles qui sont possibles. On s'est connus dans un run club qui s'appelle Cadence. Moi, demain, proposer à un run club comme Cadence de nous aider à créer ce run club, de partager les séances entre les gens de chez Cadence et les gens de mon club, mais en échange, par exemple, mettre à disposition des équipements, des vestiaires, c'est des choses qui sont envisageables. Ça peut exister. Mais l'idée, c'est qu'on ait aussi demain notre run club à nous. L'idée d'une salle comme la nôtre où il y a un seul type d'abonnement, c'est quand même de créer un sentiment de communauté. Bien sûr. Et donc, ça peut être partager des séances, il y a plein de choses qui sont possibles, mais je pense que par rapport au Run Club, il y a vraiment la place pour tout le monde. Ce qui est important dans les Run Club, c'est de créer une communauté. C'est ce qui permet d'exister sur les réseaux par rapport aux marques aussi. Et c'est exactement la même chose pour une salle comme la nôtre. Ok. Voilà. Donc ça vient pas cannibaliser, mais potentiellement demain faire du partenariat. Non, mais en plus, si on prend les run clubs, typiquement, nous on va créer un truc qui s'appelle un hybride club. C'est juste de dire qu'en fait, dans ces compétitions et dans les types d'entraînement, tu n'auras pas qu'un run club, tu auras un club où tu vas faire des compétitions de cross-training, etc. Et puis, si on prend juste le cas de Cadence, moi dans ma salle, on va créer un cours un peu particulier. On bosse en ce moment avec quelqu'un en gros un spécialiste de la course à pied, du renfo en course à pied, et on va essayer de créer un cours de renfo dédié aux runners, qui passera 2 fois par semaine avec des cycles, préparation marathon, etc. Et donc moi j'ai aucun problème à proposer mon offre pour les runners, pour les run clubs. D'accord. Mais encore une fois, personne peut prendre un cours à l'unité chez moi, parce que je pense que ça vient dévaloriser l'offre au global. Carrément. Et donc j'ai pas encore trouvé le modèle qui me permet de bosser correctement avec un run club de l'extérieur. Peut-être qu'il existe, mais aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. Eh ben, il te reste 3 mois pour y réfléchir. C'est ça. Ça tombe bien. Exactement. Donc, tu as fait des années de supply chain avant de lancer dans cette aventure-là. Déjà, d'une part, qu'est-ce que ça vient animer l'entrepreneuriat chez toi? Parce que c'est pas la première fois, donc c'est la deuxième que ça arrive. Donc, il y a une récurrence, donc ça veut dire que vraiment t'y tiens. Et c'est quoi? C'est l'indépendance vis-à-vis d'un CDI qui te plaît, c'est de monter ta propre structure, donc il y a un côté un peu gratifiant. Pourquoi tu entreprends aujourd'hui? La première fois, je dirais que c'était envie de voir ce qui se passait, et surtout, il y a quelqu'un qui a monté cette boîte avec moi qui s'appelle mon frère, qui lui avait très envie de le faire, et moi j'avais très envie de le suivre. Donc c'était un peu l'occasion de se dire, écoute, j'y vais avec mon frère, on est parti. Je pense que le plus important, c'est d'abord la personne avec qui on le fait. Et voilà. Et donc on a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, beaucoup en parallèle d'Horace, ce qui a amené un peu de difficulté parfois, parce que c'était un peu l'enfer d'être entre 2 boulots. Mais ce qui a fait, quand ça s'est arrêté, que en même temps c'était l'horreur, et en même temps ça m'a manqué tout de suite. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est à quel point la fin de ma Pâques, moi je suis quelqu'un qui dort très bien. D'accord. Et les 6 derniers mois de cette boîte-là, et même pratiquement depuis le début, mais à un intervalle moins régulier, si je me réveillais la nuit, impossible de me rendormir. Et ça y est, c'était parti. Et aujourd'hui, c'est con, mais c'est un peu moins en ce moment, mais dès que j'ai recommencé à entreprendre, ça m'a refait la même chose. Si je me réveille à 4h du matin, c'est fini, je peux plus dormir. Et ça, je le connais pas dans un boulot classique. En même temps, ça me pesait pendant que j'y étais avant. Et le jour où ça s'est arrêté, ça m'a manqué. Et après, il s'est avéré que j'ai bossé à l'hôpital. Là, j'ai appris plein de trucs, mais tout en sachant que j'y retournerai un jour. Et franchement, l'occasion s'est présentée. Je suis un foot sport, on a trouvé le local. Enfin, tout s'est un peu mis au bon moment en face l'un de l'autre, et donc on y allait. Moi, je sais pas si je pense que je suis pas quelqu'un incapable d'avoir un chef. Moi, j'aime bien ça. Je crois que j'ai pas de problème avec l'autorité. Par contre, je crois que j'avais un problème avec le fait de faire vraiment ce que j'avais envie. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Donc t'étais pas épanoui à l'hôpital, t'étais pas épanoui chez Horace. J'étais épanoui, mais il me manque. Enfin, je crois qu'il me manque un peu ça me manquait un peu de vibration, quoi. De piquant, quoi. C'est plus puissant d'entreprendre, en fait. En fait, t'as jamais peur quand t'es salarié. Enfin, ça se passe bien. Enfin, moi, sur les rails, quoi. J'ai toujours eu des boulots qui sont plutôt correctement passés. Ça veut pas dire qu'il y a des fois c'est pas dur. Ça veut pas dire qu'il y a des fois t'as pas un peu de pression parce que t'es pas bon, parce que t'as pas rendu le truc au bon moment, parce que il faut passer la nuit à bosser. Ça fait partie du boulot, mais c'est pas un vrai stress. C'est pas un stress de dire. C'est pas un stress. En tout cas, c'est un stress différent. C'est pas un stress de se dire est-ce que j'ai fait. Dans l'entrepreneuriat, une de mes principales questions, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix. Et ça, tu l'as quand même beaucoup moins en tant que salarié. Parce que en tant que salarié, tu vas te dire,
j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai fait un choix logique et intelligent. C'était bien, t'as une obligation de moyens, en fait. Oui. T'as tout bien fait. Bah super, bravo. Bon, bah tu t'es planté, mais tu pouvais pas faire mieux. Quand tu montes ton truc, t'as une obligation de résultat, et c'est, je pense, qui change tout, parce que tu prends une décision. Moi, parfois, je la rumine pendant 3 semaines en me disant est-ce que et tu reviens dessus, mais parce que là aujourd'hui, je passe ma vie à me poser des questions et à revenir dessus sur le choix des machines, le choix des profs, le choix des salles. Merde, je le trouvais super, et en fait, il est pas si extraordinaire. Et le but, c'est évidemment de pas passer son temps à revenir en arrière tout le temps. Et de continuer à avancer et de prendre des choix le plus logique possible. Mais ce truc de se poser des questions, En fait, c'est les montagnes russes. Quand t'es triste, et quand t'es content. Oui. Vraiment. Ou alors que dans un boulot classique, ça se passe bien, t'es content. Bon, en ce moment, c'est un peu dur. T'as pas ce truc de ça monte très haut et ça redescend très bas. Bah, l'enjeu est considérable, quoi. Et t'as un peu une obligation de résultat. Si ça marche pas, ça marche pas. Et t'as potentiellement 6 mois, 1 an maximum. Et sinon, tu dois tout recommencer, voire mettre la clé sous la porte. Enfin, c'est exactement en fait, ça. T'aimes bien être stressé, si je comprends bien. Il y a un petit peu ce côté-là où il faut de l'enjeu vraiment de haut niveau. Sinon, tu t'ennuies un peu. L'enjeu, c'est sûr, ouais. Je crois que ça me plaît vraiment. Franchement, si je rajoute un truc par rapport à Rune, je crois qu'on avait on avait quand même aussi envie d'être dans un lieu de vie. En fait, on avait envie d'avoir un boulot où les gens, à la fin, on sera commerçant, en vrai. Hein. Enfin, moi, je serai à l'accueil, je serai au bar, je veux dire bonjour à des gens, au revoir à des gens, comment tu vas. Et il y avait aussi l'idée de se reconnecter à un truc de. Moi, j'ai un boulot où j'avais des collègues, souvent très sympas. J'ai vu des clients, puis des patients, ça oui. Mais c'est pas pareil que d'ouvrir une boutique. À la fin, on ouvre une boutique, hein, ça fait 1300 mètres carrés, c'est très grand, il y a une jolie verrière, mais à la fin, c'est une boutique, et j'espère que je connaîtrai une grosse partie des gens. Et je pense que ça, c'est une vraie volonté de ma part, et de la part de Manon aussi, d'ouvrir un truc un peu familial, un peu où on se sent bien, où on se retrouve, quoi. Écoute, c'est parfait, la transition est magnifique. Tu as dit mot familial. Donc, tu as entrepris, enfin, tu crées Rune Club Paris avec ta copine, donc Manon. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça, c'est indiscret. Non, depuis 12 ans, je crois, 12 ans, 12, 13 ans. Et ce projet d'entreprendre ensemble, il a toujours été là? Ça vient d'où? Pas du tout. Je vais toujours penser que je le ferai jamais, et surtout pas avec elle. Surtout pas avec elle. Non, et elle non plus, parce que on voulait pas emmener nos problèmes à la maison, quoi. Ouais, bien sûr. Et même au début, elle a voulu lancer un lieu de vie. Je lui ai présenté quelqu'un pour qu'ils le créent ensemble. Finalement, par la force des choses, je me suis mis à beaucoup bosser avec eux, et on s'est dit que c'était con, il fallait que je les rejoigne. Mais au départ, elle aurait potentiellement dû le faire pas avec moi et avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce quelqu'un d'autre, c'est important, avec qui tu t'associes, a un peu au dernier moment a fait volte-face. Voilà, c'est la vie. En décembre dernier. Donc ça nous a un peu tracassé sur le projet. Mais de fait, pourquoi j'y suis allé avec Manon au final, c'est parce que je pense qu'on en avait envie et besoin tous les deux. Et je pense que j'avais besoin d'y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et pour le coup, j'ai absolument confiance en elle. Ça veut pas dire que c'est facile et pratique. Il faut qu'on trouve aujourd'hui notre équilibre. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de faire. Il faut qu'on parle plus de boulot quand on arrive dans la chambre. Pour une raison simple, c'est que si je le fais, elle dort plus. Et on n'a pas tous le même rapport au travail. Moi, j'aime bien en parler tout le temps. Je suis un peu obsessionnel. Et elle a besoin de moments où elle fait des pauses. Et moi, ça m'empêche pas de dormir. Elle, ça peut l'empêcher de dormir pour s'endormir. Moi, je me réveille, mais elle s'endort pas. Donc, c'est pas le même fonctionnement. Et non, je pense qu'il faut qu'on trouve un rythme. Et je pense qu'il faut qu'on trouve aussi des gens capables de nous entourer sur le long terme, pour qu'on retrouve des moments ensemble. On est une salle qui est ouverte de 7h à 22h, 2h30 peut-être. J'y serai le matin, j'y serai le soir, mais il faut que j'ai des moments où on puisse passer du temps ensemble. Parce que sinon, on est mort en tant que couple, quoi. Et ça reste la priorité, quand même. Première expérience avec elle. Ça fait combien de temps que l'idée de Rune Club a émergé? 3 ans. 3 ans? 2-3 ans, ouais. En fait, à partir du moment où on fait des lieux comme ça, où tu as un positionnement qui est très premium, tu es obligé de trouver un local un peu exceptionnel. On a visité plein de lieux. Il y a des salles à Paris qui ouvrent, où on avait visité les lieux avant. Nous, notre conviction, c'était l'enjeu principal, c'était l'immobilier. Si on se plantait sur l'immobilier, la salle pouvait perdre. Enfin, s'il n'était pas assez beau, tu perdais directement en qualité ressentie. S'il était trop biscornu,
tu perdais les mètres qui servaient à rien. On a vu des locaux de la même taille où il y avait l'impression d'avoir 50% de place en moins parce que t'as des pylônes de partout, parce que tout est au -1, il n'y a pas de hauteur sous plafond. Et puis, le dernier truc, c'est le prix. Et en fait, on avait la famille de Manon travaille dans l'immobilier. Et donc, du coup, on a passé beaucoup de temps à chercher le bon immeuble, le bon prix. Alors, ce qu'on est un peu en train d'apprendre parfois, c'est que dans nos prochains choix, on cherchera des immeubles et des espaces sans copro. D'accord. Parce que c'est un peu une lutte du quotidien d'avoir une copro. Mais dans les faits, on a trouvé un lieu qui nous plaît beaucoup. C'était quoi avant d'être le Rune Club, ce lieu? C'était d'abord une usine, puis un showroom et un entrepôt d'une marque de mode. Voilà. Ça fonctionne bien avec l'image que j'en avais. Très bien. Mais dans cette aventure-là, il n'y a pas que Manon et toi, il y a aussi donc, vos 2 enfants. Ouais. Et ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, mais pour l'instant, ils ont tous 28, 29, 30 ans. Personne n'est marié, ou presque, personne n'a d'enfants. T'es le premier que je rencontre aujourd'hui ici qui en a. Et je t'en ai parlé brièvement avant de commencer, mais quel est l'impact d'avoir des enfants sur ton quotidien en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça prend le pas? Est-ce que c'est un stress en plus? Est-ce que tu dors bien? Il semble dire que ça va, ça vient globalement. Comment est ton quotidien aujourd'hui? Déjà, mon quotidien aujourd'hui, la salle, elle n'est pas ouverte. Donc, Oui. je fais ce que je veux. Oui. Je peux bosser de chez moi. Je peux bosser dans nos locaux, parce qu'on a des petits locaux, on a des petits bureaux dans le 10e prêtés par un copain, à louer d'ailleurs. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. On a une vie de bureau normale, on arrive à 9h du matin au boulot, je dépose mes enfants à la crèche ou à l'école, et on rentre le soir à 18h30, 19h, il y a une nounou qui s'en occupe jusqu'à 19h, donc Ok. voilà. Mais demain, c'est un vrai sujet. Demain, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut, au début, une après-midi par week-end, et je pense que l'un de nous deux ne travaillera pas le mercredi, aussi en changeant pour permettre d'être là avec les enfants le mercredi. Et le soir, il y en a toujours un qui est là, le matin, il y en a toujours un qui est là, mais on se garde un soir où on est là tous les deux à la maison en même temps. Oui, ok. Donc ça, c'est l'organisation du début. Demain, j'ai aucune idée de comment ça se passera. Je pense que ce rythme-là, où on se voit qu'une fois par semaine, dans un cadre différent du boulot, plus une après-midi, il n'est pas viable dans un couple. C'est ma vision. Et donc, il faudra qu'on trouve plus de moments ensemble. Peut-être que c'est 2 soirs à partir de 20h30. Je ne sais pas comment on fera ça dans notre couple. Et par rapport aux enfants, en fait, l'idée, c'est que de toute façon, on se dégagera le mercredi, ça j'en suis persuadé. Le matin, il y en a toujours un qui est là. Le soir, il y en a toujours un qui est là. L'idée, c'est que on les abandonne pas. Oui, donc il y en a toujours un qui est là, on va gérer les plannings en fonction de ça, ça reste notre priorité. Le problème, c'est d'être ensemble en même temps avec les enfants, et pour moi, il y a les mercredis après-midi, ce sera ça, le dimanche, ce sera ça, et le reste, on fera au mieux, mais au moins au début, ce sera 1 jour et demi, 2 jours par semaine, et après, il y en a toujours un qui bosse pas, quoi. Et j'imagine que l'avantage, j'allais dire c'est peut-être une faiblesse, mais en fait, c'est aussi un avantage que vous êtes tous les deux dans cette aventure-là, que si seulement toi avais entrepris une club par exemple, qu'il n'y ait pas de réticence de ta partenaire envers toi parce que tu bosses plus que c'était moi là, etc. Là du coup c'est un peu contraint tous les deux de faire avec et de chacun mettre de l'eau dans son vin, quoi. Alors ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'effectivement je pense que si j'avais monté ça tout seul, ça aurait pu poser des problèmes dans mon couple. Oui. L'avantage c'est qu'elle a les mêmes, donc elle m'en veut pas et je lui en veux pas. Oui. On parlait par rapport aux enfants, je rajouterais un truc quand même, déjà Rune Club c'est mon lieu. C'est celui de Manon et le mien, c'est notre lieu, ça nous appartient. Et comme ça nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Et donc, en fait, moi, j'ai ma mère qui va être à la retraite en juin, qui s'en occupe pas mal, notamment le soir, régulièrement. Le mercredi, aujourd'hui, c'est elle. Voilà. Moi, j'ai un peu espoir et bon espoir que mes enfants, le samedi, en fait, ma mère les récupère, ils les amène, ils seront là dans la salle. En fait, le lieu peut vivre avec mes enfants. Ils ont 2 ans et 4 ans. Tout se passe bien, ils peuvent être là. Je suis pas. Oui. En fait, on a une salle extrêmement premium, mais on veut se couper de cette image de certaines salles parisiennes où extrêmement luxe, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire des moulures, du beau bois. Non, tu viens t'auras le même confort, mais la façon de le vivre, je l'espère, sera complètement différente. Ok. Et du coup, à quand une annexe avec une garderie dans une club? Alors, c'est bête, mais je pense qu'on va essayer de mettre du baby rugby. Ah oui, ouais, ça existe ça? Ouais, ça existe. Mon fils fait du baby rugby. On va essayer de mettre du baby rugby ou du baby gym le samedi matin ou le dimanche matin. Et en fait, il y a plein d'endroits qui proposent ça. Et en fait, nous, quand on a voulu s'inscrire à côté de chez nous, baby gym était plein. On n'a jamais pu le faire. Donc, je sais pas encore comment on va le faire. On va essayer de contacter des gens qui nous permettent de le faire. Mais en fait, on a une salle avec des tapis partout où je suis capable de tout molletonner.
Je pense que d'un point de vue légal, on a tout pour le faire. Ça me ferait marrer de dire qu'on a un cours du samedi matin où tu peux laisser tes enfants à quelqu'un. Alors, je veux juste pas que ça soit trop galère, mais je pense qu'on va essayer de le faire. C'est presque sûr. En fait, je trouve que l'idée est marrante et dans l'idée d'avoir un club ouvert, familial, etc., ça peut avoir vraiment du sens. Carrément. Ouais. Et alors, en quoi ça consiste le baby rugby? Rien. Tu fais c'est du développement physique, de la motricité, en fait. D'accord. Tu vas courir vite d'un côté à un autre, tu vas passer dans les cerceaux en mettant ton pied. Au tout début, tu vas mettre une petite barre à 50 cm du sol, passer en dessous de la barre. Okay. Alors ça paraît simple quand je le dis comme ça, mais un enfant de 2 ans ou 3 ans, en fait, il n'a pas confiance de son corps. Et donc quand il se baisse, et à chaque fois, le dos tape dans la barre. Et quand il doit courir, il veut pas être faillable. Voilà, l'idée, c'est juste de vivre un moment avec d'autres enfants en groupe, développer sa motricité, courir, marcher, avancer sur les genoux, avancer à 4 pattes, voilà, debout, en arrière, devant. Et avec le temps, dans l'année, on rajoute des ballons de rugby, si on parle du rugby. Okay. On rajoute des ballons de rugby. Alors, ils font rien avec des ballons de rugby, ils marquent pas d'essai, mais ils courent avec, ils le tapent dedans au pied, et voilà. C'est juste, il n'y a aucun intérêt réel de point de vue rugby. L'idée, c'est de la motricité. Ils pourraient faire du baby basket, c'est la même chose. D'accord. Donc, il n'y a pas de cathédrale non plus, quoi. C'est vraiment... Non, il n'y a surtout pas de plaquage. Et aucun intérêt de venir voir, quoi. Et puis, je pense que le but du rugby, c'est de faire du plaquage le plus tard possible. Parce que, franchement, c'est une erreur de penser que le rugby, c'est un sport de contact et de bagarre. C'est avant tout un sport d'évitement. Et je pense que c'est l'avenir du rugby d'être dans ce sens-là. Et donc, si tu fais des gens rapides et qui évitent bien les autres, plaquer, ça viendra tout seul là, en grandissant. Du coup, t'as vu les 6 nations, j'imagine? Ouais. T'as regardé tous les matchs? Tous les matchs. C'était très bien. On en pense quoi, alors? On en pense que... La presta française sur les 2 derniers matchs. On apprend qu'on est très très fort, qu'on a quand même un gros problème en défense, qu'on a un joueur extraordinaire qui s'appelle Louis Belbarré et qu'on a quand même Antoine Dupont qui, même s'il fait pas son plus grand tournoi, est un joueur extraordinaire. Et que en vrai, si on arrive à bien défendre et qu'on continue à mettre 40 points par match, il n'y a personne qui peut nous toucher, quoi. Mais dans les faits, on perd contre l'Écosse, c'est quand même incompréhensible. Et on perd bien contre l'Écosse. On perd bien contre l'Écosse, mais on met quand même 40 points. Donc en fait, quand tu mets 40 points, il suffit de faire que l'autre en marque 30 et tu finis par tout gagner. Et c'est quand même beaucoup, 30 points. Effectivement, on met 40 points, dont, je sais plus, 24 sur les 15 dernières minutes, tu vois. Ouais, après, donc, sous l'eau pendant 3 quarts d'heure, quand même. Donc soit on se dit, c'est juste qu'ils se sont réveillés, donc dès qu'ils jouent à leur niveau, ils en mettent 30, ou soit on dit... l'Écosse était cramée. L'Écosse était cramée, ou voilà. Et moi, je préfère dire que dès qu'ils jouent à leur niveau, ils en mettent 30, parce que ça m'arrange aussi et que j'ai envie de croire qu'on sera très fort à la Coupe du Monde. Est-ce que ton fils fera du rugby plus tard? Ouais, j'aimerais bien. En vrai, ce serait mentir que dire que j'aimerais pas. Non, j'aimerais bien. En fait, tu feras ce qu'il veut. Moi, je crois que j'aimerais bien avoir des enfants qui font du sport. Ouais. Et je crois que j'aimerais bien avoir des enfants qui se font un sport de collectif. Parce que moi, en tant qu'homme, ça m'a construit, quoi. Ça m'a construit de vivre dans un groupe, tout le temps. En fait, moi j'ai passé ma vie jusqu'à mes pratiquement 30 ans, on avait 3 entraînements semaine ou 4 entraînements semaine et matchs tous les dimanches. Ouais. Et ben en fait, les dimanches, tu te poses pas de questions, tu vas rejoindre un groupe de gens, il faut apprendre à vivre avec. Tous les soirs de la semaine, c'est pareil. Et je pense que les gens, qu'on soit introverti, extraverti, un peu galère socialement ou pas, en fait, tu es obligé de vivre avec ces gens et au bout d'un moment, tu rentres dans le moule. Ça veut pas dire que tu lisses ta personnalité. Au contraire, je pense que tu l'affirmes, mais ça t'apprend à faire avec les différences des autres. Et ça, je pense que le sport collectif apporte vraiment ça. Après, s'ils font du rugby, je crois que je serais content quand même, parce que moi, ça a été une grosse partie de ma vie. Et que si je peux, en fait, c'est un truc hyper égoïste, mais si je peux passer mes dimanches après-midi avec mes copains au bord des terrains, regarder mon fils jouer, j'en serais ravi. J'espère juste être pas-père qui crie sur ses enfants parce que ça se passe mal. Et je pense pas que je serais ce genre-là. Je crois que je leur demanderai jamais d'être très bon, mais juste de prendre du plaisir, quoi. Et moi, j'en ai pris beaucoup, donc voilà. Après, je te dis ça, mais en début d'année, mon fils au baby rugby, il voulait pas me lâcher et pleurait dès que je le déposais. Ça a été quand même très dur mentalement pour moi. C'est le début, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais bon, là où je me dis que j'arriverai quand même à faire la part des choses, c'est qu'il pleurait tellement qu'au bout d'un moment, on a dit allez, on arrête. On l'a enlevé 3 mois. On a réessayé en janvier, ça s'est super bien passé. Donc c'est OK. C'est OK. En parlant de sport, est-ce que toi aujourd'hui, tu arrives encore à faire tes séances régulièrement, à être rigoureux là-dessus? Ou au contraire, tu passes beaucoup de temps à bosser sur ton projet? Alors déjà, je fais plus les mêmes sports. Maintenant, je fais de la course à pied un petit peu. Ouais. Je suis pas un grand coureur, mais je cours un peu.
Je m'entraîne. T'es quand même un Ironman, si je peux me permettre. Oui, mais je suis pas. Oui, mais c'est marrant parce que l'Ironman, on pense que c'est très dur. Ma vision de l'Ironman, c'est que c'est pas dur du tout. Il suffit juste de s'entraîner 50 000 heures et tout le monde peut le faire. Après le faire en un temps très élevé, c'est différent. Ouais. Mais je pense que l'Ironman, c'est que de l'entraînement. Je suis très content de vous dire que j'ai fait un Ironman, hein, mais dans les faits, je me suis surtout beaucoup entraîné. C'était ça le plus dur de l'Ironman, c'est les 3 mois avant d'en faire où on fait que ça. Mais non, j'arrive encore à m'entraîner un peu, j'arrive à courir, j'arrive à faire des bootcamps, j'arrive à faire des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui sont rapides en fait. Aller courir, tu prends tes baskets, tu vas courir 1 heure, c'est fait. Ouais. Et faire un bootcamp, c'est aussi pour ça qu'on a repris des concepts qu'on aimait bien. En fait, tu pars de chez toi, tu arrives à la salle, tu prends tes baskets, ils te donnent une serviette. Et tu fais ta séance, tu prends ta douche. Donc en fait, top chrono, en 1 heure, tu as fait ta séance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'est un concept, c'est un temps qui me convient en fait. Aujourd'hui, ce qui est dur pour moi, c'est si je dois passer plus d'1 heure et quart à un cours de sport, parce qu'en fait, là, ça veut dire que c'est une organisation. Ça veut dire que Manon, je voulais dire, je rentre un peu plus tard. C'est pas grave, c'est ok, ça marche dans notre couple, mais tu peux moins le faire. Bien sûr. Et comme le sport, c'est un truc qui est récurrent chez moi, j'en fais pas tous les jours, hein, mais j'en fais 4-5 fois par semaine. Parce que sinon, je grossis énorme. Oui, c'est Je le fais problème. 115 kilos, je fais le yo-yo. Voilà. Et donc, je suis obligé de faire du sport et je crois que ça fait partie un peu de mon équilibre. J'arrive à le faire, mais je suis obligé de choisir des sports qui durent pas trop longtemps. L'Ironman faisait que je faisais du vélo. Ouais. J'ai adoré le vélo, mais tu peux pas faire du vélo à Paris. Tu pars 3 heures, tu pars 5 heures. Ouais, c'est ça. Ou alors, faut se taper le polygone pendant 4 heures. Tu deviens un peu taré, quoi. Ouais. Manon fait du sport? Ouais. Cool. Pilates, yoga, course à pied, elle essaye. Et je dis elle essaye parce que dès qu'elle essaye trop, elle a le genou qui grince. Ah. Et donc tous les ans, elle se réessaye pendant quelques mois et au bout de quelques mois, ça bloque. Ouais. Mais donc je pense qu'elle fera plus de longue distance et elle fera que des courtes distances. Elle veut faire un 10 km avec un temps intéressant, enfin en tout cas qu'elle a envie de viser, mais les entraînements de marathon, etc., je pense que c'est fini pour elle. Mais tu vois, 10K, quelle horreur. Enfin, je pense que j'ai plus d'appréhension à me lancer dans un 10 km que sur un semi ou un marathon, parce que psychologiquement, c'est genre 40 minutes de torture, quoi. Alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un. Ouais. Officiel. En fait, j'ai fait plein de triathlons sur lesquels il y a 10 km, mais des 10K, j'en ai fait un officiel, et c'était 10K de la Tour Eiffel. C'était très bien. Récemment, là? Ouais. Ok. C'était très bien. J'ai découvert que j'aimais pas le dénivelé. Ah oui. Même quand il y en a un petit peu, j'aime pas ça. Mais moi, je l'ai pas fait à fond, parce que justement, c'était dans ma prépa marathon. Donc, je l'ai fait à une allure où on m'a imposé l'allure, mais en fait, je pense que c'était pas loin de mon max. Donc, Ok. moi, j'ai pas vécu l'enfer. l'enfer. C'est pas indiscret? En temps? Ouais. 42. Ok, pas mal. Bah ouais, mais alors ça a du jamais vu pour moi. Hein. Je pensais pas faire ça. Mais j'aimerais bien un jour faire moins de 40 pour essayer. Tiens qu'à toi. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que le rugby, c'est pas forcément un sport qui est hyper complémentaire de la course à pied, parce que forcément, t'es plus épais, t'es plus lourd. Et je sais pas si ça te dessert aujourd'hui, j'en sais rien, vu que t'as l'air quand même d'avoir un gros gabarit. Alors, pas en poids, hein, mais on mais si, en poids, je fais 105 kilos. Gigantesque, le mec est pharaonique. Non, je fais 105 kilos, ça, non, c'est un vrai problème. Moi, j'ai un truc, je pense qu'on est toujours, on a envie d'être ce qu'on n'est pas, et moi, j'ai toujours rêvé d'être un mec hyper élancé, fin. Le problème, c'est qu'à la fin, je crois que j'aime trop bouffer, je pense que j'ai une hygiène de vie côté sportif, je bois pas trop et tout, mais je mange trop en fait. Et il y a un moment donné, si tu bouffes trop, tu grossis. Et puis je pense que je ferai jamais qu'à 75 kilos. Alors ça, je le sais. Mais je pourrais en faire 90 quand même en perdant. Il me resterait 12-13 kilos à perdre là. Mais manger si bien, mec. Ouais, c'est pourquoi se faire du mal? Ouais. Un dernier aspect que je voulais aborder avec toi, c'était l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, se lancer en entrepreneuriat, en freelance, quoi que ce soit, c'est quand même un pari sur l'avenir. Parce que potentiellement, tu es dans un CDI assez confortable, tu passes de tout à rien. Heureusement que le chômage existe. Ouais. Et toi, tu as des enfants, tu as une famille, tu as une copine, et tu lances dans l'aventure Rune Club qui a l'air assez ambitieuse et ce qui va être sur le long terme, parce que c'est un gros investissement. Financièrement, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'en vivre, enfin d'avoir, vous avez quoi, vous avez un matelas de secours, vous avez le chômage, comment ça se passe? Alors moi j'ai le chômage. Ok. Moi j'ai le chômage pendant. Il faut que je m'inscrive là. Parce que ma rupture co est arrivée il y a pas si longtemps et entre-temps il y a eu des vacances posées. Donc de fait, à partir depuis la semaine dernière, je suis officiellement au chômage, mais pas encore inscrit. Félicitations. Donc moi j'ai un peu de temps. Est-ce que j'ai un matelas? Oui et non. La réalité c'est que j'ai acheté un appart.
Donc de fait, si jamais et qui est pas loin d'être fini de rembourser. Donc de fait, si c'est un peu trop compliqué, je pourrais toujours le vendre. Ouais. Dans les faits, je pense que j'espère que j'aurai pas besoin de le faire. On a notre business plan. J'espère qu'au bout d'un an et demi, on commencera à avoir un peu de rentabilité et que je pourrai me payer, ce qui correspond pas trop loin de La ce fin que du nous propose la fin du chômage. Okay. Ça, c'est un peu l'ambition qu'on a. Manon a un matelas, elle. Beaucoup plus gros que le mien. Elle a mis de côté vraiment plus. Elle vivra, elle a plus de temps, disons. D'accord. Mais dans les faits, j'espère que j'aurai pas besoin d'aller tirer sur mon matelas qui est un appart. D'accord. Donc un petit pari sous l'avenir. Ouais. Non, mais une fois de plus, ça confirme le fait que France Travail, c'est la première aide aux entrepreneurs aujourd'hui en France, parce qu'en fait, sans le chômage, on serait beaucoup à ne pas pouvoir même y penser. Là, aujourd'hui, on a à minima un an et demi pour souffler un petit peu, quoi. Ah ben moi, ça c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé à mon travail que je partais, je leur ai demandé une rupture conventionnelle. Ils sont acceptés, du coup? Ouais, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. En fait, je suis arrivé à l'hôpital américain, parce que j'ai fait Rothschild puis l'hôpital américain, vraiment pas longtemps avant de leur annoncer que je partais. Et donc, je venais d'avoir une promotion 3 mois. Enfin, je suis arrivé 3 mois après, j'avais une promotion. 1 mois après, je leur annonçais que je partais. Donc, ça a un peu gueulé. Et j'ai dit, pas de problème, je pouvais rester alors, mais j'étais démotivé. Dans les faits, ils ont compris que ça avait aucun intérêt de me bloquer. Je partais pas chez la concurrence. Voilà, et donc ils ont accepté de me donner une rupture conventionnelle. Mais en fait, au départ, ils m'ont dit non. Ma réponse, ça a été de dire, moi, je reste. Enfin, je vais rester je sais pas combien de temps je vais rester. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tiré le plus possible. Bien sûr. Un salaire, du coup, plutôt intéressant, parce que j'étais correctement payé, jusqu'à vraiment l'ouverture du club, ou un peu après, en faisant les deux. Et ça aurait convenu à personne, ça aurait été un truc un peu nul. Et la boîte aurait été moins bien, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que je bosse 10 heures par jour, et que dans les faits, si j'en avais 10 de plus, je les donnerais aussi, quoi. Bien sûr. Donc je pense que, ou en tout cas, on aurait peut-être, je sais pas comment on aurait fait, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, j'en avais besoin, quoi, et que sans ça, j'aurais pas pu partir sur le projet, en tout cas pas tout de suite. Et c'est clair. Est-ce que tu sais ce que payent les entreprises qui donnent des ruptures co? Parce que de plus en plus, j'ai des amis qui veulent en faire, mais qui n'en obtiennent pas, parce qu'apparemment, ça coûterait trop cher à l'entreprise. J'ai pas exactement le calcul en tête. Tu sais quoi? Ça coûte rien. Ça coûte un demi-mois de salaire par année d'ancienneté. Effectivement, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Le problème, Ouais. c'est qu'ils sont contrôlés sur le nombre de ruptures co qu'ils donnent. Ah, d'accord. Et surtout, parce que moi j'ai été de l'autre côté à donner des ruptures co, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est surtout que tu crées un passif. Oui. Dans l'hôpital américain, on donne pas de rupture co. Moi, c'est vraiment, ils en donnent pas, ou très peu. Et ils ont raison. Parce qu'en fait, sinon, c'est la porte ouverte à mon job me va pas trop, j'ai envie de me barrer. Là, je me casse. Et c'est quand même l'opposé de la loi, en fait. Enfin, c'est l'opposé. C'est toujours c'est l'opposé du sens de la loi. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les gens pour un projet ou de quelques années. C'est pas juste, je veux changer de boulot, j'ai envie d'un peu de temps, chômage. L'idée, c'est quand même d'accompagner un projet ou de permettre de licencier quelqu'un. En fait, c'est une réalité, hein, c'est de permettre de licencier quelqu'un sans devoir rentrer sur un truc au prud'homme, etc. Donc, si tu commences dans une équipe à dire, en fait, je vais te mettre, pas de problème, tu veux partir, je te file une rupture co, mais en fait, tu perds tous les bons éléments super vite, et donc il vaut mieux dire, j'en donne aucune, quitte à aller un peu au conflit avec certains. Et je pense que c'est quand même un des vrais problèmes de la rupture co. Moi, j'ai autour de moi des gens qui m'ont dit, je vais faire une rupture co, parce que là, j'en ai plein de cul de mon boulot, c'est compliqué en ce moment, c'est difficile mon boulot, j'en ai 50. J'en ai plein qui l'ont fait pour faire des choses, ou qui se posaient trop de questions. Où ça allait plus du tout, mais j'en ai aussi certains qui se disaient franchement j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, c'est que je bosse, et là derrière en fait ils vont reprendre 6 mois plus tard un boulot équivalent ou comparable, juste ils avaient besoin d'un peu de temps. Et je pense que c'est pas du tout le sens de la loi, on paye pas tous des impôts pour ça. Ça veut pas dire que c'est pas utile parfois et qu'on peut ne pas en avoir besoin, mais en tout cas si c'est pour reprendre un boulot 3 mois plus tard, je suis un peu dans le truc de non, en fait, il y en a qu'on a vraiment besoin, quoi. Le chômage n'est pas là pour payer tes vacances. Exactement. Il faut pas oublier aussi qu'on peut demander à obtenir le chômage, je crois que c'est en cumulant 5 ans de salariat d'affilée, et avoir un projet entrepreneurial qu'on peut donc montrer, je sais pas si à France Travail ou autre chose, mais en gros, avoir grâce à ça le chômage sans passer par une rupture co. Ouais, alors le petit sujet de ça, c'est que tu la demandes, tu sais pas si tu vas l'avoir. Et ça peut mettre un peu de temps d'arriver. C'est-à-dire que tu peux quitter ton boulot,
Tu fais la demande, avant de passer en commission, il peut se passer un peu de temps. Et en fonction de la taille du projet, typiquement nous, il y a beaucoup d'investissement derrière. Ouais. Moi, ma question à moi, c'était est-ce que, vu les montants d'investissement qu'il y a derrière, on n'allait pas me dire, ouais, mais en fait, pourquoi ils n'ont pas juste rajouté un peu d'argent pour votre salaire? Ce qui aurait pu être une idée. Hein. Dans les faits, j'avais pas envie de ça et j'avais envie de pouvoir monter mon projet. Enfin, j'avais pas envie que mon salaire compte dans le. Oui, voilà, c'est un peu bête, mais c'était pas l'idée, quoi. Donc j'étais pas sûr de l'avoir. Le seul moyen de l'avoir réellement, c'était que l'entreprise accepte de me le donner. Et voilà. Ok. Donc là, vous êtes Manon et toi les deux seuls à financer le projet. Vous avez fait un prêt, c'est un peu ça le. Ouais, il y a un prêt, il y a un peu d'argent de l'extérieur aussi, mais c'est investisseur privé et du prêt. D'accord, très clair. Martin, dernière question et après on entame sur la dernière partie de l'interview. Est-ce que tu as une parenté avec Roselyne Bachelot? Aucune. Très bien, c'était ma seule question. On va entrer dans le dernier quart de cette interview, enfin cet échange. Je vais te poser la question que m'a posée Charlie la semaine dernière, pour toi, qui est assez simple. Martin, si tu devais retenir une période de ta vie, n'importe laquelle ce serait et pourquoi? Ça peut être l'enfance, l'adolescence. Non, je dirais que, franchement, la période où je sais pas, je retiendrai celle où je me suis le plus marré. Et je retiendrai deuxième, troisième année de fac. Ok. Parce que c'est super d'avoir des enfants, c'est super l'enfance, super tout ça. Mais je pense que le moment de ma vie où j'étais le plus léger, je parle pas de poids, c'était la fac. Parce qu'en fait, je faisais du rugby tout le temps. Je jouais en club beaucoup. T'étais à quel poste? À l'aile et au centre. Et à la fin, en troisième ligne. Ok. Je jouais en club tout le temps, je jouais à la fac tout le temps. On avait une équipe super. Je sortais du mercredi au vendredi, parce que le samedi, je sortais jamais, parce qu'il y avait match le dimanche tout le temps. Je vivais avec mes copains. Je pense que c'était une des périodes les plus sympas et les plus légères. Où, franchement, si on me demande où je veux retourner aujourd'hui, je retourne là parce que c'était un moment où je me posais aucune question. Et c'était assez génial de se poser aucune question. Ta seule question, c'était est-ce que tu vas avoir tes partiels, et c'était pas le bout du monde non plus. Surtout que tu bossais un peu et t'avais des copains qui t'aidaient un peu, quoi. Bien sûr. Donc non, moi je retournerais à la fac. À la Sorbonne? À la Sorbonne, ouais. Et donc tu poserais quelle question au prochain invité? Si je devais choisir une question à poser, je poserais la question: est-ce que tu penses que ta vie d'avant, ton métier d'avant va te manquer ou pas? Parce que je dis ça parce que c'est une vraie question que je me pose régulièrement. Est-ce que cette tranquillité d'esprit que tu as quand tu es salarié, est-ce qu'elle va me manquer au bout d'un moment? Ouais. Voilà, c'est ça que je poserais. Et est-ce que tu as une réponse à cette question, toi? La mienne, ce serait que ça va me manquer parfois, mais je serais tellement heureux des moments où ça me manque pas, qu'au global, ça me manquera pas du tout. Okay. Mais exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les montagnes russes de sentiments, quand t'es heureux ou quand t'es malheureux, parce que t'es vraiment malheureux parfois en entrepreneuriat. Quand t'es malheureux, tu te dis putain, pourquoi je suis pas resté salarié? Et au moment où c'est génial, et génial dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'il arrive à rien du tout. Il arrive à un mec qui va te dire on va bosser ensemble. Tu te dis putain, super, j'ai signé ce type-là, je suis super content. Ça y est, ça veut dire que ça marche, ça vient valider les concepts que t'as mis des mois à bosser. Il se rend pas compte qu'il t'a dit oui pour une connerie. Nous, c'est un mec qui va sûrement s'abonner ou abonner ses trois employés. Il va se dire c'est rien du tout, je lui donne 4 abonnés. Mais en fait, pour nous, ça vient valider le OK. En fait, au moment où il y a 6 mois, on a acheté telle machine, on l'a acheté pour ça. Et là, tu viens de nous dire, en fait, je te prends aussi parce que t'as ça. Et ça confirme des craintes, des peurs d'investissement. Exactement. Et donc, du coup, je pense qu'au global, j'ai pas de doute sur le fait que je le regretterai pas. Mais il y a des périodes où je suis sûr qu'il y a des petits moments où je me dirais putain, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ok. Comment tu te qualifierais comme type de personne? Est-ce que tu es du genre à être pessimiste, optimiste, à être mélancolique, à beaucoup remettre en question tes choix? Non. Je suis plutôt très optimiste. Très, très optimiste. Je sais pas, en fait, sur le fait de remettre en cause mes choix, je dirais que, naturellement, moi, je dirais que oui, mais je sais pas si c'est ce qui transparaît. Ok. Je sais pas si professionnellement, c'est ce qui ressort de moi. Mais oui, intellectuellement, je passe ma vie à me poser des questions. Mais je sais pas si c'est ce qui ressort. Je sais pas si c'est ce qui ressort quand on bosse avec moi.
J'espère que non, parce que je pense que quand tu bosses avec un entrepreneur et qu'il a l'air de douter de ses choix, t'es pas forcément à l'aise, quoi. Ouais, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je doute. Est-ce que je doute? Oui, je passe mon temps à douter. Ce que j'espère qu'on pense de moi, c'est que j'accepte de remettre tout en question. Et ça, je pense que... En tout cas, j'ai envie de croire que c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire que si par A plus B, même si je t'ai dit quelque chose avec beaucoup d'aplomb, tu penses que j'ai dit une connerie, je pense que je t'écoute. Parce que je crois. Ok. Mais j'en suis pas sûr. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Martin? On peut me souhaiter que ma salle fonctionne, que les choix qu'on a fait et qu'on est en train de faire fonctionnent dans quelques mois. Et puis peut-être qu'on ouvre d'autres lieux. Je le souhaite. Ouais. Et on peut retrouver Rune Club sur LinkedIn et Instagram. Tout sera en description de toute façon. Merci Martin. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?